Merci beaucoup donc de nous rejoindre. Bienvenue à tous et à toutes. Je vais laisser peut-être les participants arriver au fur et à mesure. On va prendre 1 ou 2 minutes pour prendre le temps d'accueillir tout le monde. Vous êtes nombreux à vous être inscrits aujourd'hui. Donc le sujet, a priori, est intéressant et d'actualité. Et nous aurons le plaisir de discuter avec 5 panélistes aujourd'hui qui vont nous faire leur témoignage, leur retour d'expérience quant à la place de l'EDI, donc dans les IA utilisées par les organisations et sur lesquelles vous fondez peut-être, ou vous allez fonder, si vous avez un projet de système d'IA, des décisions professionnelles. Pour commencer, Ronnie Aoun, qui sera avec nous, qui est le président et le cofondateur de Valital Technologies, une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle et qui s'intéresse aux risques réputationnels. Alison Cohen aussi, qui est avec nous et qui nous souhaitons la bienvenue, qui travaille au MILA, qui s'occupe plus particulièrement des projets d'IA pour l'humanité, les projets appliqués qu'elle accompagne, donc des IA que l'on qualifiera dites de responsables, et qui a une double casquette. Alison, sa présence est très appréciée aujourd'hui à un double titre, puisqu'elle est aussi membre du comité EDI du MILA en tant qu'organisation. Behnaz Savouchi, qui est aussi avec nous, qui est partenaire chez EY, qui a accompagné de nombreux projets de SIA dans différentes organisations autour de la supply chain, de la logistique et de l'approvisionnement, et qui nous fera aussi le témoignage de la vision opérationnelle des projets de SIA et la réalité du monde des affaires et du business face à ce type de projet-là. Chalifa Diop aussi, à qui je souhaite la bienvenue, qui est fondatrice et directrice de Digno Recrutement, une plateforme qui utilise aussi l'intelligence artificielle dans la question du recrutement et de la validation des compétences, en particulier des immigrants ici au Québec. Elle fera aussi le témoignage de sa solution et comment la question de l'EDI a été prise en compte dans son projet. Et puis pour finir, Tania Saba, avec qui j'ai le plaisir de collaborer déjà maintenant depuis quelques années, qui est titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, experte sur la question de la gestion de l'équité, la diversité et l'inclusion dans les différentes organisations, et en particulier dans le monde du numérique, et qui viendra donc nous apporter son témoignage de la gestion de l'EDI dans les organisations et comment tout cela est pris en compte. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Christine Dompierre et Isabelle Malter-Roberge qui nous ont permis l'organisation de cet événement, sans qui sans le support duquel cet événement n'aurait pas été possible. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour votre support dans cet événement et cette activité. Vous pouvez poser vos questions. Il y a un Q&A qui est ouvert. Donc, je vous invite, si vous avez des questions que vous souhaitez qu'ils soient posées à nos panélistes, à utiliser le Q&A. Nous gardons un temps à la fin de l'événement pour relayer vos questions et les adresser aux différents panélistes. Vous pouvez aussi partager des différentes impressions, différents éléments que vous souhaitez, s'il y a des liens que vous souhaitez partager. Plutôt peut-être utiliser la fonction de discussion pour ce faire et réserver le Q&A à vos questions pour les panélistes. Et je vous remercie pour ça. Peut-être pour resituer le pourquoi de cette table ronde avant que je cède la parole à nos panélistes, c'est la question de la place de l'EDI dans l'intelligence artificielle lorsque cette intelligence artificielle est utilisée pour proposer, suggérer ou aider à la prise de décision dans les organisations. Alors le pourquoi, 3 constats qui ont sous-tendu le choix de ce thème-là aujourd'hui. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle est déjà très présente dans les organisations. Vous utilisez peut-être déjà, et peut-être même parfois sans le savoir d'ailleurs, des solutions informatiques, des solutions logicielles qui se fondent sur une application d'intelligence artificielle. Et si vous vous posez la question de savoir si un jour vous allez utiliser l'intelligence artificielle dans vos affaires, dans vos activités professionnelles, la question est plutôt quand est-ce que vous allez l'utiliser. Le développement est très rapide de l'intelligence artificielle et des différents projets de SIA dans toutes les fonctions de l'organisation. Donc ça, c'est le premier part du constat. Le deuxième point de constat que l'on a pu faire, c'est que déjà depuis maintenant quelques années, 2014, 2015, un certain nombre d'événements sont sortis par voie de presse le plus souvent pour commencer,
et ensuite relayé dans différents milieux, sur le fait que certaines solutions fondées sur l'intelligence artificielle s'avéraient présenter des biais, s'avéraient produire des résultats discriminatoires. On a plusieurs exemples qui viennent illustrer ce fait-là. Je vous cite par exemple le chatbot, le robot conversationnel que Microsoft avait sorti, qui s'appelait Tai en 2016, qui a dû être retiré en moins de 24 heures parce que son apprentissage de la langue et de la fluidité du langage était fondé sur Twitter. Et au bout de 24 heures, c'est avéré que Tai était devenu misogyne et raciste en apprenant des différents tweets et des échanges qu'il avait pu avoir. Un deuxième exemple, en 2017, Amazon a dû retirer, par exemple, l'IA sur lequel il fondait le tri et la sélection des CV des candidats qui postulaient sur des différents types de postes dans l'organisation. Pourquoi? Cette intelligence artificielle, qui consistait donc à présélectionner les CV des candidats, s'est inspirée, a appris de l'historique de l'entreprise et s'est avérée finalement misogyne en écartant de manière systématique et automatique tous les CV de candidats de femmes. Parce qu'historiquement, la majorité des postes au sein de l'organisation étaient détenus par des hommes. En 2019, donc encore plus récemment, un troisième exemple, Apple, lorsqu'il a sorti son Apple Card, a été très très rapidement dénoncé, là aussi, comme étant discriminant envers les femmes. Steve Wozniak, un des cofondateurs d'Apple, a lui-même émis dans la presse des doutes et une certaine forme de frustration, je pense qu'on peut le dire, par rapport aux résultats de l'intelligence artificielle qui permettait l'octroi d'une carte de crédit à Apple, puisque sa propre épouse s'était vue octroyer une limite de crédit 10 fois inférieure à la sienne, alors même qu'ils partageaient les mêmes comptes bancaires, les mêmes déclarations d'impôts, etc. Donc, on voit qu'un certain nombre d'outils fondés sur l'intelligence artificielle ont produit des résultats clairement biaisés, clairement discriminatoires. Et la communauté, au-delà de la presse, professionnelle, scientifique et académique, s'est emparée du sujet pour mettre une alerte en sonnant le glas. Attention au développement de ces IA dans le milieu professionnel qui est de plus en plus exponentiel et rapide, face aux risques discriminatoires, face aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion qui y sont associés. Pour essayer de répondre à ces enjeux-là, un certain nombre de principes éthiques ont commencé à être travaillés. La Déclaration de Montréal en 2018, notamment, a fait partie des pionniers sur le fait de vouloir encadrer par des principes éthiques et respectueux de l'IA dans les organisations et dans la société d'ailleurs de manière générale, y compris un volet de fairness, d'équité, sur lequel tous les acteurs de la chaîne de l'IA, que ce soit les concepteurs, les développeurs, mais aussi les utilisateurs et in fine les citoyens, soient vigilants, prêtent attention à cette question, ces enjeux, ces risques discriminatoires au travers de l'intelligence artificielle. C'est aussi poser la question, au travers de ces différents principes éthiques, la question de la responsabilité. Et c'est un thème qu'on évoquera aussi dans cette table ronde, c'est-à-dire que, je vous rappelle que la thématique, c'est les IA qui fondent vos décisions professionnelles. Quid de la responsabilité? Qui détient la responsabilité lorsqu'on fonde une décision dans ses affaires, dans son business, sur une IA qui aurait produit un résultat biaisé ou discriminatoire? C'est aussi un point important pour les acteurs qui utilisent et qui font partie de la chaîne de l'intelligence artificielle. Peut-être juste pour illustrer, puisque au-delà des propos, l'expérience est encore plus probante, je vais inviter les panélistes à prendre une petite minute, à ouvrir une page Google Traduction. Je vous laisse prendre le temps de faire ça rapidement et je vais vous copier une petite phrase dans la discussion que je vous invite à taper sur les éléments à traduire. La phrase, c'est « He is a nurse, she is a doctor ». Donc, je vous invite à sélectionner la langue en anglais pour la saisie de la phrase qui est à traduire. Nos panélistes peuvent jouer aussi avec nous, il n'y a pas de souci. Et à sélectionner comme langue à traduire le hongrois. Lorsque vous aurez obtenu la traduction en hongrois, donc à priver sur la partie droite de votre page de Google Traduction, je vous invite à sélectionner la traduction que vous aurez obtenue et à la remettre sur la partie gauche, donc comme étant phrase à traduire, et à sélectionner comme langue de traduction soit l'anglais, soit le français. Cette fois, ça marche dans les deux langues. Et vous pouvez partager vos impressions avec nous sur ce que vous constatez.
Donc, vous pouvez soit indiquer dans la discussion, soit nos panélistes, si vous voulez aussi réagir par rapport aux résultats. Alors, la particularité du hongrois, c'est que le hongrois n'a pas de pronom genré. Il existe une manière de différencier le langage féminin ou masculin, ou les attributs masculins ou féminins, sous une autre forme, avec des mots différents, mais il n'y a pas de pronom genré. Qu'est-ce que vous constatez en faisant cet exercice? C'est que he is a nurse est devenu she is a nurse, et she is a doctor est devenu he is a doctor. Donc, automatiquement, derrière l'exercice de traduction, l'outil de traduction de Google, c'est bien sûr une intelligence artificielle qui est à l'œuvre. Vous constatez qu'automatiquement, dans la retraduction, que ce soit en français ou en anglais, il y a eu un attribut de pronom qui est plutôt véhicule d'un stéréotype sur le fait que les médecins sont plutôt des hommes et les infirmiers sont plutôt des femmes. Donc voilà pour vous illustrer, ça c'est aujourd'hui. Je vous ai cité des exemples de 2015, 2017, de 2019, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a encore cette question de la prise en compte de stéréotypes, de biais genrés dans les systèmes d'intelligence artificielle. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais très rapidement laisser la parole à nos panélistes et puis je vais vous inviter, maintenant qu'on a fait ce constat-là, peut-être sur une première question à réagir. La première question, ça serait par quel mécanisme en fait l'IA reflète l'humain et la société, c'est-à-dire par quel mécanisme les biais, les stéréotypes sont arrivés dans l'intelligence artificielle. Et je vais peut-être inviter Shalifa à commencer sur cette question-là. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super. Écoutez, merci Gaëlle. Pour ce qui est en fait des mécanismes, je pense que pour pouvoir expliquer les mécanismes, il faudrait voir au minimum en fait à comprendre le fonctionnement de base des algorithmes d'intelligence artificielle, parce qu'à partir de là, on répondra de manière évidente à cette question, parce que l'AI en fait a été inspiré par le modèle et l'idée en arrière de l'automatisation des usines afin de remplacer le travail humain par des machines qui apportent, elles, plus de précision, plus de rapidité, avec une capacité de production beaucoup plus importante que celle de l'humain, cela va de soi. Donc, l'intelligence artificielle fonctionne alors par un apprentissage basé sur quoi? Sur des données et des informations. Et ces données, ces informations sont fournies par qui? Par l'humain. Et la machine, en fait, déduit par la suite des patterns et des algorithmes qui reviennent, en fait, sous forme d'informations beaucoup plus structurées à l'humain pour une meilleure prise de décision. Lorsqu'on l'explique comme ça, on voit quelque chose de plus complexe, mais l'intelligence artificielle est partie prenante, en fait, de nos vies, hein, comme Gaëlle l'a si bien dit, plus qu'on le pense, en fait. Sans qu'on s'en rende compte, par la majorité des cas, on prend juste une petite, la petite lumière, par exemple, dans l'auto qui s'allume lorsqu'on a besoin d'essence. Ben, c'est aussi un mécanisme, en fait, lié à l'intelligence artificielle. Ce qui ramène en fait à dire que l'intelligence artificielle est en fait la copie de l'intelligence humaine, mais de manière plus amplifiée en fait. Et l'humain, à ce moment-là, plus précisément ici, c'est l'intelligence en fait du fournisseur d'informations. Et ce fournisseur d'informations, lui, arrive avec sa base naturelle, en fait, dans ses cadres, disons, culturels, social, et ses références lexiques, notamment son passé, ses croyances, etc. Et tout cet ensemble qui constitue, en fait, ce qu'on appelle les biais et les stéréotypes. Alors que nous savons qu'une partie des stéréotypes sont tellement ancrés en nous, combinés avec la rapidité de l'évolution de la vie, en fait, le réflexe humain amène en fait justement dans cette urgence d'agir qui amplifie cette tendance naturelle à aller vers ce qui est plus facile en fait à l'humain. C'est quoi? C'est d'aller vers ce qui nous ressemble, qui correspond à notre cadre de référence en fait. C'est la facilité et puis c'est correct, l'humain est comme ça. Et c'est ce qui d'ailleurs définit la grande majorité des biais comme inconscients,
parce que la personne qui vit avec ces biais ne s'en rend même pas compte. Alors, il y a cette notion justement d'élan naturel qui fait que rarement les personnes peuvent être impartiales, en fait, par exemple, à la place d'un programmeur qui conçoit une technologie. Ce mécanisme de l'humain l'amène, en fait, on va se dire, est-ce que cette personne-là sera assez impartiale pour tenter d'éviter de créer des algorithmes qui vont le mettre de côté, en fait, du côté désavantagé, en fait, de manière volontaire. Et n'oublions pas que l'humain est avant tout, en fait, un animal. Hein. Je ne veux pas nous rabaisser à ce stade-là, mais c'est plus évolué. Alors, pensons-y à cette manière, en fait, de penser avec ce réflexe, en fait, je dirais, inconscient et conscient en même temps de se mettre en position, en fait, de défense. D'où l'importance, en fait, d'asseoir justement cette notion de conscience et d'éthique en AI, en fait, avec des actions concrètes antidiscriminatoires. Alors, donc, est-ce que... on va revenir, merci. Merci beaucoup, Chalifa. On va revenir effectivement sur les actions concrètes qui peuvent être prises en compte dans une deuxième partie. Peut-être je voudrais aussi entendre Alison sur cette question-là de comment l'IA finalement se retrouve porteuse des biais et des stéréotypes que nous portons tous, ce que vient de nous expliquer Chalifa en tant qu'humain. Merci beaucoup Gaëlle et Chalifa pour cette réponse. Si tu es d'accord avec l'audience, je vais parler en anglais, juste pour que c'est plus facile pour m'exprimer, mais I think Chalifa, I echo what you're saying, but I also want to go so far as to say that the AI development process can almost be looked at like an anthropological study, because that is the extent to which humans and society and their biases are so deeply embedded within the design of the applications that we're creating. And all of the applications that we're creating are developed in a very specific social context. And as a result, we can look at our applications as a mirror on that social context. And how I see that and how I experience that is in the AI design process. When you think about, how we design our projects, it really just starts with the question of, okay, well, what problem are we going to solve? That in and of itself can, lots of biases and reflections of human condition and, the people around the table becomes part of how we answer that question. So, questions like what problem are we solving? Who should be involved in solving that problem? What expertise should be around the table? What expertise is valued? But also, how should we go about solving that problem? How do we define the problem that is imbued with human bias? What sort of data should we use? What data is authoritative in this space, imbued with bias? How should we do the labeling? How should we teach the machine learning to identify the data that it's receiving and to interpret the results? That's when it comes to supervised learning, that comes from humans annotating that data and interpreting their own results from that information and teaching the machines to do the same. So as you can see, the entire design process really is a reflection of the humans that are involved in the process. And often when we look at AI applications and we see the problematic, biased results that they put forward, we're only looking at it in terms of their outputs. But that output, of course, is a reflection of the input. And this is particularly problematic because we see AI in spaces that are as consequential for people as, hiring and criminal justice and healthcare. And those are spaces that are also stereotypically hotbeds for discrimination. And so a lot of the data that we're receiving in those spaces are already quite biased. So I think that the conversation around AI and how it itself is biased is a very important one to have, but it really shouldn't end with, okay, well, how do we fix it in the context of AI? I think it sort of has to go beyond that to say, well, how do we fix it in the context of a society that's so deeply biased and in ways that are so highly problematic. But also, as Chalifa said, AI has the potential to really optimize
for the problems associated with human bias. So it can do that really in three ways. One is in terms of the scale in which it's deployed. The other is in terms of just statistical optimization of skewed data, biased data. And the last is in terms of it just being inherently conservative. So I'll quickly touch on each of those. When I talk about scale, I mean, AI is deployed across products, across populations, and across platforms. And therefore, it can have a significant impact on people in a way that maybe an individual who's biased wouldn't otherwise. The other thing is that really some of our AI systems optimize for bias. The skew in data that's fairly biased, it can actually move closer towards than the data might otherwise suggest it should do. And we see this on, for example, ad-driven platforms where there's lots of problematic content that gets favored because that hyper-polarizing content gets people excited and more willing to engage with those platforms. And then finally, you know, all of our AI systems run on previous data that it's seen, and therefore it's inherently quite conservative and will tend to treat certain communities similarly over time, whereas human culture can sort of change and evolve over time and become more inclusive. So those are ways in which I see AI not only reflecting human bias, but also taking that bias to a new level that's quite problematic. Merci beaucoup, Alison. C'est effectivement une réflexion très intéressante. Peut-être que j'inviterai juste Tania Saba pour revenir sur un élément que souligne Alison qui est très important. C'est que les systèmes d'IA sont développés dans un contexte socio-culturel particulier et ils ne sont pas forcément applicables ou en tout cas ne sont pas forcément transposables dans d'autres contextes par rapport aux biais et aux stéréotypes qui sont inculqués à l'IA dans le contexte particulier dans lequel elle a été développée. Tania, peut-être si tu peux nous éclairer sur le côté social et socialement construit de thématiques de la discrimination et de l'EDI. Oui, bien sûr, merci Gaëlle. Puis vraiment, Shalifa et je pense Alison ont déjà très bien parti la discussion sur ce point. Puis il y a encore plein de points à discuter, mais directement, écoutez, on reproduit ce qu'on a. On est dans une société qui est fortement en sous-représentation. Puis comme cela a déjà été dit, quand on fait une recherche sur entrepreneurs et qu'on a un écran plein de photos d'entrepreneurs, ben c'est parce qu'il y a juste à peine 13% de femmes entrepreneurs, donc on va avoir une ou deux photos. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre toute la charge de la correction sur l'IA. Et ça, je pense que c'est difficile parce que ce n'est pas à l'IA de corriger la société, c'est à nous tous de corriger la société. Ce que l'IA fait, c'est qu'elle accélère l'intervention parce qu'elle met beaucoup plus rapidement de l'avant ce qui ne marche pas et qui se fait décrier plus rapidement, puis qui finalement se génère parfois même en poursuite et qui se génère même en punition pour des organisations qui le font. Donc, à la base, et ce qui est intéressant pour l'instant, puis je vais m'arrêter juste là-dessus, c'est de dire, est-ce que l'IA n'est pas en train justement de forcer les organisations à revoir leur système, à mettre des politiques en place, à mettre des programmes en EDI en place? Et si chaque organisation qui doit le faire, compte tenu de l'élargissement de l'implication puis l'utilisation de l'IA, le fait, alors qu'aujourd'hui, on a des sceptiques très forts sur la question de l'EDI pour dire que bon, les choses vont se corriger à un moment donné par elles-mêmes. L'IA vient donner un sacré coup de pouce pour dire non, ça ne se corrige pas. Puis regardez, on ne fait que reproduire ce qui est là, puis ce qui est là ne marche pas. Donc, ce n'est pas l'IA qui ne marche pas, c'est notre société. Puis les programmes en EDI, dans leurs composants, dans leurs expertises, font en sorte qu'une meilleure représentation au sein des organisations va fort sensiblement aussi se développer en une plus grande sensibilité et correction justement des systèmes. Merci. Merci beaucoup Tania pour cet éclairage très, très intéressant. Du coup, je rebondirai effectivement sur ce point-là. L'IA n'est pas là nécessairement pour corriger notre société, effectivement, puisqu'elle apprend de notre société, on l'a bien compris avec les témoignages de Shalifa et d'Alison. Pour autant, est-ce que l'IA peut aider à corriger un certain nombre de biais et de stéréotypes déjà existants au sein des organisations? Ronnie, peut-être? Oui, merci Gaëlle. Je pense que
la réponse à cette question, si on veut la simplifier, elle a déjà été donnée par Tania. La réponse simple, c'est oui. Oui, l'IA peut aider à corriger parce que ce n'est pas l'IA qui a créé le biais, et je pense que ça a été dit de plusieurs façons différentes, c'est l'humain qui amène le biais. Et on en parlera plus tard aussi dans la conversation, c'est comment on peut arriver à développer une IA à travers l'humain qui va corriger en fait ces erreurs-là. Mais comment l'IA vient corriger? C'est parce que, oublions qu'il y a l'IA et revenons au problème de biais. Le biais existe et s'amplifie de plus en plus en raison du contact des informations que nous avons, l'abondance de ces informations auxquelles on fait face et qui va augmenter exponentiellement à travers les années de génération en génération. Ça, c'est quelque chose d'irréversible. Donc, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas IA, et je pense que quelqu'un l'a dit si bien au début, l'IA a toujours existé, mais de façon différente. Aujourd'hui, l'IA vient jouer un rôle de faire une agrégation, un filtering et une amélioration de la gestion des informations que l'humain est incapable de faire. L'humain est incapable de pouvoir gérer toute cette amplitude d'informations-là et de prendre des décisions sans biais. Déjà, ces biais existent. Et là, avec une multitude d'informations qu'on ne sait même pas si elles sont correctes, ce sont des opinions différentes, ça va amener encore beaucoup plus à de biais. Et on s'attend à ce que l'IA aide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, comme elle a été développée avec les exemples qui ont été donnés, est-ce que ça résout tous les problèmes? Non. Est-ce que ça pourrait résoudre? Oui, ça peut résoudre, mais il y a toute une éducation, il y a tout un chemin à faire pour y arriver. Et il y a des moyens de le faire, c'est de mettre certains principes de base pour que, effectivement, les algorithmes qui sont en train d'être développés, les données qui sont utilisées, les personnes qui sont impliquées à faire monter ces algorithmes-là, isolent ce côté de biais. Et le plus important dans tout ça, c'est que jamais, à mon avis, en tout cas, l'IA ne doit être prise indépendamment dans une décision. L'IA vient soutenir une décision et un jugement humain. Et si on la laisse elle-même, les résultats qu'on a d'un modèle de IA prendre elle-même la décision, on perd le contrôle effectivement sur l'impact sur l'EDI, principalement sur l'EDI dans les applications qui gèrent effectivement ou qui mitigent les questions et les enjeux autour de l'EDI. Merci beaucoup, Oli, pour cet apport effectivement très intéressant sur l'IA peut-elle être une solution face à l'EDI dans les organisations. Peut-être Shalifa aussi, tu auras un complément? Oui, en fait, ce que j'ajouterais ici, il y a eu de très belles interventions parce que selon moi, tant et aussi longtemps que l'humain adoptera une approche holistique en fait de l'intelligence artificielle en s'appuyant en fait sur un cadre de référence qui est doté en fait d'un programme d'éthique avec des données claires et conscientes. Je suis 100% certaine que l'AI viendrait corriger en fait les biais. Donc ça serait essentiellement à ces conditions-là. Et dans le processus en fait de décision. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette approche n'est plus limitée de nos jours en fait aux organismes à but non lucratif. C'est génial, mais à cause justement des notions de risque, de réputation, notamment légaux et réglementaires, les organisations se sont de plus en plus interpellées en fait par cette approche-là. Et c'est d'ailleurs dans cette conviction-là que Digno a été conçu à travers une plateforme en fait qui est pensée dans un cadre de risque éthique de données en fait en intelligence artificielle, puisqu'on veut éliminer en fait les biais dans le processus de recrutement, d'ailleurs qui est très mitigé à l'heure actuelle, puisque la Harvard Business School d'ailleurs a fait une étude dernièrement qui est venue valider le rejet automatique de millions de CV en fait sur les plateformes actuellement existantes, même si ces profils-là correspondent aux compétences recherchées par les employeurs, alors qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre en fait généralisée à travers le monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce cadre de référence-là pour aller chercher ces talents cachés et aider justement au défi de pénurie de main-d'œuvre. Merci Shalifa pour ce témoignage et effectivement on reviendra tout à l'heure sur comment Digno a intégré ces principes pour faire de l'IA plutôt une solution. Peut-être Alison, dans le cadre des projets d'IA pour l'humanité, donc plutôt des projets d'IA vraiment orientés avec
une teinte responsable. Comment l'IA peut être une solution pour lutter contre la question des biais et des discriminations dans les organisations? Oui, merci pour la question. I can talk about sort of one of those applications that we're quite excited about that we're developing internally at Mila. And it's an application that we see as playing a role similar to a Grammarly, but for bias identification. And it's actually called Biasly. And the tool is a natural language processing tool that really seeks to identify unintentional and non-overt forms of bias that people can exhibit in their emails, for example, and help people identify those biases and the way that they have been constructed or the way that they might be interpreted, and then change their language so that it is more inclusive and less biased. And we're also excited about the prospect of using this technology on job postings as well, so that employers can check that the language they've used in their job descriptions do not predispose or prevent a particular community of people from seeing themselves as being successful in applying for that role. There's also been another AI for humanity, I would call it, application that I've seen be developed that I also just wanted to share. So a lot of the times when it comes to getting a loan or getting access to a lease or a job, a lot of candidates have to disclose information about their criminal histories. And a lot of people that are receiving those applications can be unfairly biased towards people who have criminal histories, and therefore see a check mark next to the "do you have a criminal history" as being sort of an important problem, and a lot of people can't sort of overcome their bias against that. And so there is an AI application being developed called an R3 score by a woman who was previously incarcerated. And she developed it so that it would provide prospective employers or landlords or banks with more information about people and their creditworthiness or their job worthiness, and therefore provides just more context to address the fact that people are naturally biased against other people with criminal histories. So this is, a really interesting application and goes to show that there is lots that can be done in the space of AI to help people overcome certain biases that they have by providing them with more contextual information, because so much of our bias is just sort of a snap decision based on very little information. So really promising techniques there. Effectivement, merci beaucoup Alison, des solutions très prometteuses en effet pour aider aussi à lutter dans la mise en œuvre de pratiques permettant de corriger les biais et les stéréotypes dans les organisations. La question de la responsabilité, Ronnie a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Je vous rappelle la place de l'EDI dans les IA qui guident vos décisions professionnelles. Lorsque l'on s'appuie justement sur une IA et qu'on prend une décision qui est potentiellement biaisée ou discriminatoire, Ronnie évoquait le fait que la question de la responsabilité devait toujours revenir à l'humain in fine, que ce n'était pas à l'IA d'en porter la responsabilité. J'aimerais entendre Benaz sur cette question-là aussi, pour voir comment les utilisateurs, les gestionnaires en emploi, en affaires, se positionnent par rapport à cette question-là. Oui, merci Gaëlle. 100%, je suis d'accord. C'est jamais l'algorithme qui est responsable de quoi, c'est l'humain. Ce que j'aimerais mentionner, que les projets d'IA ou innovation en général sont quand même toujours les projets assez grands, dans le sens qu'ils vont amener énormément de transformations dans les organisations à plusieurs niveaux, qui sont les solutions qui sont toujours coûteuses, je veux dire. Donc, c'est sûr que c'est un genre de projet pour laquelle il y a assez de, je dirais, comme on dit, scrutiny. Normalement, il y a un sponsor business, normalement assez senior dans l'organisation qui va vraiment proposer puis développer le business case, puis avoir l'approbation budget, etc., etc. Donc, ce ne sont pas les projets mineurs. Dans ce cas-là, donc, il y a toujours, moi, j'imagine, dans la plupart des cas, il y a une sponsor assez senior derrière ça, on peut appeler le owner de projet, et c'est la personne ou le département qui est responsable. Ce n'est pas l'algorithme, c'est vraiment le sponsor qui a la responsabilité de savoir, comme Alison disait, et revenons à la base là, c'est quoi le problème qu'on résout, pourquoi, c'est quoi l'impact business, puis c'est pas juste impact business, retour en investissement.
c'est pas juste ça, c'est pas seulement la métrique finance, mais qui va être impacté ou qui sont les niveaux des gens ou en tout cas dans l'écosystème qui va être impacté de solutions éventuelles IA après qu'on déploie. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de la responsabilité de sponsors de penser à toutes les cascades d'impact. Ce n'est pas juste le développement, oui, Alison a mentionné comment on développe les algorithmes, les développeurs, etc., etc. OK, post-déploiement, comment ça va impacter. Puis c'est la responsabilité en amont, comme on dit, it's not an afterthought. Il faut penser en amont à ce genre d'impact dans l'avenir. Ce n'est pas du tout l'algorithme. L'algorithme, oui, c'est la phase de développement, mais ça va, comme on dit, dans le cycle de vie de projet innovation IA en tant que tel. Je sais pas, Ronnie, si tu as des choses à ajouter. Oui, mais je pense que définitivement, c'est l'essentiel, comme tu l'as si bien dit là. C'est définitivement pas l'algorithme, ce n'est pas le processus, c'est l'humain qui est responsable. Qui dans l'humain, à mon avis, là, c'est une responsabilité collective. Et collective, ça veut dire c'est le développeur, c'est l'utilisateur, c'est l'organisation et c'est le législateur. Je vais vous donner un exemple très simple. Comment on permet depuis des années, depuis la création de l'Internet, d'avoir plusieurs comptes sous différents noms pour la même identité? Vous avez des millions et des milliards de personnes qui ont des comptes sous des identités différentes à travers le monde. Comment la législation a permis, pour des raisons commerciales probablement, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, d'avoir ces comptes-là établis pour des identités, pour la même identité. À ce moment-là, on dit ça, c'est une responsabilité du législateur qui a permis ça. Puis vous avez dans les algorithmes et dans le IA, il y a naturellement celui qui développe ou les personnes qui vont amener avec eux leurs biais, comme ça a été très bien mentionné depuis le début de cette conversation-là. Donc là, il y a une éducation à faire. Il faut voir et gérer et mitiger les biais. Il y a l'utilisateur. Je ne peux pas dire, moi, parce que j'ai eu une réponse quelconque ou j'ai des données là de cet algorithme que voilà, je prends ma décision à partir de ça. C'est comme lorsque j'ai un problème avec la banque sur une transaction, puis on me dit c'est le système. Mais non, ce n'est pas le système. Allez voir, c'est l'humain qui doit voir pourquoi le système a agi de cette façon et pourquoi l'erreur est là. Et là, c'est pareil. L'utilisateur ne peut pas dire je m'appuie sur un résultat qui vient, comme l'exemple de tout à l'heure là sur Google, la traduction de Google là, et je reçois, puis je prends cette information et je la prends telle qu'elle. Mais non, l'humain doit ici établir. Et puis, la gouvernance organisationnelle, c'est-à-dire quel est le cadre à l'intérieur des grandes organisations qui est mis pour sensibiliser, pour mettre les principes de base dans l'utilisation et la manipulation, que ce soit de l'intelligence artificielle ou de tout système automatisé. Hein, l'IA, c'est une partie d'un système automatisé. Donc, n'importe quel système automatisé, il doit y avoir une certaine gouvernance dans son utilisation. Donc, en un mot, là, c'est une responsabilité collective et chacune de ces parties-là a quelque chose à faire dans la bonne utilisation ou l'utilisation convenable de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Ronnie. C'est important et je vous remercie, que ce soit Behnaz ou Ronnie, de passer ce message-là de la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on entend souvent dans les écrits ou qu'est-ce qu'on lit souvent dans la presse? C'est il y a une boîte noire. On ne sait pas comment elle a pris cette décision-là. Et donc, on fait confiance, ou d'ailleurs, on ne fait pas confiance. Mais la question de la confiance dans le résultat qui est produit par l'IA est au cœur de cette question de l'EDI. Il ne faudrait pas, et c'est ce qu'on entend parfois, qu'elle se transforme en une forme de déresponsabilisation sur l'humain, effectivement, qui, dans son activité, dans ses affaires, prend une décision sur la base de cette IA, sous prétexte qu'il ne comprend pas nécessairement tous les mécanismes qui ont amené à cette décision-là. Donc, la question du regard critique est importante lorsqu'on fonde des décisions, puisqu'in fine, la responsabilité, et c'est plutôt a priori conforté et confirmé par les principes éthiques en IA, c'est que l'autonomie de la décision doit plutôt rester humaine. Juste peut-être pour aller au bout de cette question-là, Tania, tu pourrais nous éclairer sur quels sont les risques qu'encourent les organisations si elles font des décisions potentiellement discriminatoires ou biaisées en s'abritant derrière le parapluie de l'IA.
Oui, absolument. Mais on l'a vu, je pense, d'entrée de jeu, Gaëlle, tu avais donné quelques très bons exemples. Maintenant, la chose la plus facile, c'est quand on décrit publiquement un système, c'est directement, ça atteint la réputation de l'organisation. C'est des systèmes, comme l'a dit Behnaz, Ronnie, Alison, des systèmes coûteux. Et donc, le temps de rétablir la confiance dans le système, ben, ça prend du temps. On l'a vu un peu comme dans les systèmes en EDI en général. Évidemment, toute la question de la poursuite donc, est très claire parce qu'il y a des questions tout à fait monétaires qui sont retournées là-dessus. Et moi, je dirais que pourquoi ne pas retourner le risque de manière plus positive, dans le sens où pourquoi ne pas miser sur justement la capacité de correction de l'IA. Et encore une fois, pour reprendre des propos qui ont déjà peut-être été dits, mais j'irai un peu plus loin, moi, parce que je referai le lien entre l'intelligence artificielle puis aujourd'hui, toute la question autour de comment est-ce qu'on examine les biais dans les organisations. Les biais sont de deux natures. Vous avez les biais individuels, chacun a ses biais. Je n'aime pas le mot biais inconscient parce que quelque part, il y a une petite conscience là-dedans, mais il y a des biais cognitifs quand même qu'on reproduit. Mais il y a les biais dans les systèmes. Et ce n'est pas parce qu'on corrige l'un que l'autre se corrige, puis ce n'est pas qu'on corrige les biais dans le système qu'on corrige les biais humains. Alors, les biais humains, c'est beaucoup sur des questions de sensibilisation, formation, reconnaissance, etc. Mais dans les biais, dans les systèmes, c'est là où l'intelligence artificielle peut jouer un rôle extraordinaire. Parce que les biais dans les systèmes sont basés sur des processus décisionnels. Le processus décisionnel fait en sorte, comme Ronnie le disait tout à l'heure, qu'on a de l'information, l'être humain a une capacité limitée de pouvoir composer avec toute cette tonne d'informations, donc prendre des décisions, parce qu'il faut prendre des décisions à un moment donné. Et là vient un système qui peut traiter beaucoup d'informations puis fournir ensuite des correctifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour éviter justement des poursuites, pour éviter, il faut comme corriger. Puis la correction vient justement en établissant des mesures, en voyant l'impact que cela peut avoir, puis en prenant le temps de réviser les systèmes. Donc, on a vraiment une chance qui est au cœur des systèmes en EDI, c'est comment corriger des biais de système. Puis les biais de système, évidemment, à la main, puis juste attendre le temps de regarder les intrants, les extrants, etc. Est-ce que les critères sont les bons? Est-ce qu'on a utilisé les bonnes données? Est-ce qu'on a regardé tout le monde? Est-ce qu'on a mobilisé les réseaux pour pouvoir améliorer les représentations? Ben, c'est de grands efforts. Et vient peut-être un système qui va aider tout le monde à prendre justement quelque part cette bonne décision puis s'éviter les risques de pouvoir avoir justement des répercussions plus négatives des systèmes de prise de décision. Merci beaucoup, Dania, pour cet éclairage très complet et très riche. Peut-être parce qu'il ne s'agit pas dans notre propos d'être négatif vis-à-vis de l'IA. On a vu, hein, l'IA, au contraire, peut être une source de solutions. J'aimerais peut-être entendre, pour commencer, Ronnie et ensuite Shalifa, sur comment, dans les plateformes qu'ils ont développées, puisque vous travaillez à partir de plateformes fondées sur une logique d'intelligence artificielle. Comment vous avez intégré ces précautions-là, ces enjeux-là, pour développer vos propres plateformes? Ronnie, peut-être pour commencer. Oui, mais je pense que ça, c'est une question fondamentale là, au niveau de la mise en place, que ce soit notre solution ou d'autres solutions. C'est quels sont les principes directrices au départ qu'on met lorsqu'on veut monter un modèle de IA, un algorithme. Nous, par exemple, on sait, ça c'était au début de tout le projet, là, on s'est beaucoup penché sur cette question parce qu'il y a plusieurs moyens d'aborder la problématique qu'on voulait résoudre. Et on s'est appuyé sur 3 principes. Et on a suivi tous ces principes-là du développement jusqu'à aujourd'hui, parce que dans une jeune entreprise comme la nôtre et dans un développement d'une technologie, ça prend plusieurs versions, ça prend une vingtaine de versions avant d'arriver à la version et ça évolue. Donc, il fallait toujours se référer à ces principes-là. Nos principes à nous, c'était ce que nous appelons evidence-based. Evidence-based, c'est-à-dire que nous, et ça a été discuté là, le problème, c'est la qualité des données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Et comme on travaille sur des données où on n'a pas le contrôle sur la qualité des données, donc on devait s'appuyer sur de l'évidence et des faits sans donner des recommandations à partir de l'algorithme. Donc, l'algorithme, nos algorithmes ou notre solution ne vient pas donner une recommandation quelconque, elle analyse
des faits, des données, des informations. Donc ça, c'est un premier principe. L'autre principe, c'est la transparence. La transparence, que veut dire la transparence? C'est d'expliquer qu'est-ce qu'on analyse. Nous, on a 4 dimensions qu'on analyse dans ces données-là et on rapporte sur cette analyse-là. Et donc, nous, dans tout le montage des algorithmes, tout le reporting qu'on fait de notre plateforme, c'est de dire, voilà, on analyse ces 4 dimensions-là et voilà comment on les analyse et voilà comment les algorithmes ont été montés. Et le troisième volet important, le troisième principe, en tout cas dans notre solution, c'est peut-être différent dans d'autres, c'est qu'on a dit, on ne touche pas à la vie privée des gens, des individus. Donc, on touche uniquement à l'information qui est disponible publiquement. Parce qu'on pense qu'au contraire, quand l'information est tellement publique, elle va être interprétée de plusieurs façons différentes. Et comme on a dit, l'humain a une certaine capacité. Donc, nous, on veut faire notre rapport ou améliorer cette information publique de façon à ce qu'on puisse donner quelque chose de pertinent à l'utilisateur. Donc, on a utilisé ces 3 principes-là, evidence-based, transparence, information publique uniquement, et on a monté les algorithmes, la solution autour de ces principes, et on l'évolue autour de ces 3 principes. Merci beaucoup, Rolly. C'est important, effectivement, de mettre en avant, et c'est ce que j'évoquais un petit peu dans le 3e point du constat initial, la question des principes qui sont pris en compte lorsqu'on s'intéresse au développement d'une IA. Comment ces principes ou d'autres, Shalifa, tu as pu les intégrer dans la plateforme de Digno Recrutement? Oui, Digno, en fait, c'est basé sur les principes en lien avec, comme j'avais dit un peu plus tôt, la notion de risque, également la mesure de la situation, en fait, de l'organisation et des retours sur la solution et aussi le redressement. Comment est-ce qu'on l'a fait? C'est vraiment d'arriver à voir quels sont les éléments en fait de risque éthique liés aux données qui contribuent au phénomène, dans notre cas, de compétences en fait cachées. Alors, nous avons vu que le CV, par exemple, est un élément de risque très poussé au biais parce que utilisé à 99% des cas, il est le véhicule premier en fait des biais. Donc, nous l'avons tout simplement éliminé dans notre processus de recrutement, de sorte à accélérer en fait le maillage entre candidats et employeurs en mettant le plus rapidement possible en fait les compétences recherchées et les compétences en fait offertes, valoriser en fait ces compétences-là le plus rapidement possible en fait. Par la suite, au niveau, on a mis également par rapport à la mesure, en fait, un outil qui vise à prendre en fait toutes les données de l'organisation dans leur pratique DDI, à l'analyser en fait sur une plateforme très conviviale en fait. En un coup d'œil, l'entreprise est capable de voir tout de suite les zones en fait de goulot d'étranglement et ensuite nous ramenons en fait des solutions en fait de redressement basé en fait sur 5 dimensions d'EDI. Donc, on parle de genre, de l'ethnoculturalité, l'âge et la multisectionnalité et autres. Et alors, par rapport à ce redressement-là, on arrive avec justement un collectif, je dirais, d'accompagnement en fait, avec des collectifs d'experts en EDI pour s'assurer que l'entreprise adopte en fait des meilleures pratiques d'intelligence artificielle en fait éthique, à travers aussi des formations. Alors, c'est sous cette forme-là qu'on l'a vu et qui nous permet justement de pouvoir continuer l'avancement des organisations et de prendre conscience dans leur pratique de tous les jours de l'importance en fait des biais inconscients, mais comme Tania a dit, des biais inconscients qui sont quand même conscients sans le savoir. Voilà. Merci beaucoup, Shalifa et Ronnie, pour ces témoignages. Donc, effectivement, ça nous montre qu'il est possible, concrètement, opérationnellement, dans la réalité du business, d'intégrer des principes liés à l'EDI lorsqu'on développe des systèmes d'IA. Behnaz, peut-être en complément, est-ce qu'il y aurait d'autres types de bonnes pratiques qu'on pourrait retenir, d'autres types de leviers pour intégrer la question des enjeux de l'EDI lorsqu'on parle d'intelligence artificielle? Parfait. Juste pour dire que
n'y a pas de solution magique, right? Il y a toutes les compagnies qui commencent à se positionner par rapport au sujet et aussi se questionner par rapport au sujet. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il n'y a pas encore solution magique. Ça, c'est la réalité. Les bonnes pratiques, moi, je vais revenir, il y a plein de bons exemples que les amis, les panélistes ont déjà partagés. Moi, je vais revenir à la base. Je reviens aux métriques et aussi l'idée de cycle de vie, de développement de solutions d'IA que Ronnie a mentionné. C'est la responsabilité de tout le monde, ça fait partie de cycle de vie. Ça veut dire que la personne ou l'organisme ou le département qui est responsable pour la solution, il faut s'assurer que les bonnes métriques sont sur place, en place pour tout le cycle de vie. Par exemple, dans la phase où on définit le problème, est-ce qu'on résout le bon problème? Quand on arrive, OK, voici le problème, c'est quoi la data qu'on a besoin afin de résoudre le problème? Alison a mentionné la notation, etc. Donc, il faut avoir la bonne métrique, la bonne gouvernance, la bonne supervision pour s'assurer que ça soit bien fait. Maintenant, développement technologique, le développement de solutions, logiciel, le choix de technologie, tout ça, quelles sont les métriques? Et les métriques diffèrent. Les acteurs sont différents, les stakeholders sont différents. Et ensuite, ça arrive à déploiement, puis rollout, puis la maintenance de solutions. Donc, on a besoin de métriques différentes. La bonne pratique de s'assurer qu'on a une solution qui est la bonne fit pour le cycle de vie de projet, puis s'assurer que les bonnes personnes et les bonnes, je dirais, parties prenantes sont sur la table pour prendre la décision, quelles sont les métriques, comment les traquer, comment les mesurer, etc. Moi, je dirais en général, c'est la sensibilisation. S'assurer qu'on sache qu'il y a un problème, qu'il faut y penser en amont, puis s'assurer que c'est intégré au cours de vie de projet innovation AI en général. Merci beaucoup, Bénaz. Effectivement, c'est très éclairant de projeter aussi, on parle beaucoup de projets de SIA, mais une fois dans le cycle de vie de l'IA, de continuer à avoir cette surveillance sur les enjeux, cette analyse des résultats. Les besoins changent dans le cycle de vie, oui. C'est effectivement un point très, très important. Alison, peut-être aussi un complément sur les bonnes pratiques et peut-être avec la double casquette d'accompagnement de projets appliqués et de membres du comité EDI du MINA. Absolument. So I guess I want to echo what everyone has said because I think it's very poignant and meaningful, which is it's really important that this be an inclusive approach when you're designing the technology itself. And that doesn't mean that you just have the end user in mind. It means that the end user is actually at the table with you as you design this technology. And to the extent that the end user is different than an implicated sort of vulnerable community that might have secondary effects of you implementing your technology, to the extent that that's different than the end user, they should both be at the table. And when I say at the table, you know, we talk a lot about what does it actually mean to be practicing inclusion and equity. It means that they're not just at the table and you're not just checking a box. It means that they're meaningfully integrated into the design process. And that means really elevating their perceived value among members of the group and seeing them as experts as opposed to just, again, a box that needs to be checked. And really not only just integrating them from the point of view of what is the problem we need to solve, but sort of having them integrated in the process throughout the design of your AI application. And this is something that Behnaz was mentioning as well. We need to have them involved at the pre-processing stages and at the post-processing stages when it comes to, okay, how are we going to validate and measure the success of this tool long-term? So I would say that that's a really important aspect when building the AI models and maintaining them. But there's also something that Ronnie touched on, which is really making transparent the tools that you are using. That includes the data that's been used in the development of your tool, but also the models that you're using. And there are best practices in both of those spaces. I know that Margaret Mitchell, I believe, from Google has published articles on best practices in this space. That includes things like data sheets for data sets and model cards for model reporting.
So really just providing in-depth documentation accompanying if you're making your data open source, if you're making your models open source, people need to know what sort of limitations that data or those models might have in terms of how well they can, how accurate they are on various demographic groups and whether they create any sorts of biases for them, so that if those data sets or models get leveraged for future applications, you're also sort of on the hook for having properly reported the way that those biases may manifest in future AI applications. And that can even involve testing your models on different demographic groups to see what, the extent to which that bias exists and how reproducible or generalizable those models really are. So it's really important, not just for transparency, but again, as I said, for accountability. And I hope that that will drive more feelings among AI practitioners of needing to really raise the bar in terms of how responsible the process is that they're using. Gaël, you're muted. J'ai remis mon micro, pardon. Très instructif, merci beaucoup Alison, puis avec voilà, des exemples et des solutions concrètes à différents cycles. Ronnie, tu souhaitais compléter? Oui, je voulais juste, parce que Alison a très bien expliqué un peu le cadre à mettre en place. Et ce que je veux juste poursuivre là, c'est que parce que notre société évolue, et deux, les données changent, c'est de ne pas prendre pour acquis un résultat d'un dataset sur d'un modèle, qu'il ne faut pas le vérifier, le surveiller et faire des audits dessus à travers le temps. Et parce qu'elle a vraiment, elle a, je pense, résumé tout le cadre, un cadre robuste qu'on peut mettre autour de cela. Et ce cadre-là doit s'appuyer sur une continuité, une pérennité de la vérification de ces modèles à travers le changement des données qui vont être opérées. On peut tester ces modèles dans un environnement quelconque. La société évolue, les données évoluent. On doit continuer à l'auditer et à le mettre à jour. C'est tout ce que j'aurais voulu ajouter. Alors, c'est un excellent point ce que tu soulèves en complément effectivement de toutes les bonnes pratiques tout au long du cadre de développement et de vie qu'a soulevé Alison, parce que ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est la réutilisation de bases de données préexistantes. Il y a des datasets en open source qui sont réutilisés sans qu'il y ait nécessairement ce travail d'évaluation par rapport à l'objectif du SIA que je suis en train de développer, qui n'était pas forcément l'objectif initial lorsque le dataset a été construit, même lorsqu'il n'y avait pas d'objectif d'ailleurs. Donc, la question de la réutilisation de bases de données, parce que tu l'as très bien dit au début, Ronnie, l'IA a aussi toute sa performance parce qu'elle traite une quantité massive de données. Et c'est là qu'elle a toute sa performance par rapport à celle de l'être humain. Donc, la grande masse de données nécessite du temps, c'est aussi ce qu'évoquait Benaz, c'est des projets qui coûtent cher, cette collecte de données n'est pas toujours simple à faire. Donc, il y a cette tendance à la réutilisation sans toujours avoir le souci, le soin, la précaution de la validation du dataset par rapport à l'objectif du SIA sur lequel on est en train de travailler. Donc, je trouve que c'est vraiment un excellent point que tu soulèves. Si je peux peut-être juste me permettre un complément, Alison a beaucoup insisté sur la question de l'explicabilité, sur la question de la transparence, et Ronnie aussi. Lorsque moi j'ai fait un travail, un exercice d'analyse de à peu près 22 principes éthiques à travers le monde autour de l'IA qui ont été promulgués, que ce soit par des organisations de type Microsoft ou Google, ou que ce soit par l'UNESCO, par l'OCDE, par la Commission européenne récemment, ou par des associations interprofessionnelles, où la Déclaration de Montréal en fait partie. On constate aussi qu'il y a un droit au recours qui apparaît lorsqu'on parle de la question de l'EDI suite à une IA. Donc, ça fait écho à cette question de transparence, d'explicabilité, de documentation. C'est-à-dire que, peut-être que Tania le dirait encore mieux que moi, mais comme dans la vie de l'EDI, dans les organisations indépendamment de l'IA, lorsqu'on estime qu'on a été victime d'une décision potentiellement discriminatoire, il doit y avoir un droit au recours, à avoir des explications par rapport à la décision qui a été prise. Et donc, ça enjoint les organisations à être capables de répondre, à être capables d'avoir des mécanismes qui permettent de faire face à cette question du recours. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite réagir sur cette remarque complémentaire. Tania, oui.
Oui, je peux le faire rapidement, Gaëlle. Écoute, c'est au cœur, encore une fois, de toute façon, de toutes les mesures correctives à prendre au sein des organisations. Mais je pense que plusieurs des panélistes ont déjà mentionné tout le dialogue nécessaire à la table du développement quand on dit que c'est pas le end user doit être là autant que le concepteur, autant que l'organisation, autant que l'aspect juridique. Donc, ça, c'est le dialogue en amont. Et évidemment, ensuite, il y a la place pour garder toujours ce qu'on appelle the voice, donc une possibilité de s'exprimer. Ça, c'est beaucoup plus en aval, donc, et c'est ce qui fait un peu le tour et qui reprend la mesure corrective. C'est là où la confiance dans des données qu'on appelle probantes, parce que grande quantité de données, mais non moins biaisées, prend tout son sens et fait en sorte qu'on peut les corriger. Et puis, si on décide que non, on détient la science parce que voici les types de données que nous avons utilisées, puis qu'on laisse aucune chance à se dire, ouais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais voici, c'est évidemment le cas. Donc, vraiment, c'est un point très important que tu amènes, Gaëlle. Effectivement, c'est une possibilité de s'exprimer en amont, mais toujours une capacité de pouvoir relater, puis de documenter comme étant un peu l'évaluation des systèmes. Merci beaucoup, Tania. Alors, on voit s'il y a des actions, il y a des principes, il y a des bonnes pratiques que l'on peut mettre en œuvre. C'est pour autant pas forcément quelque chose de facile à faire. Donc, j'aimerais aussi maintenant qu'on discute un petit peu plus sur la question des obstacles, des freins à la prise en compte de ces enjeux EDI dans les systèmes d'intelligence artificielle. Et Behnaz, j'aimerais t'entendre sur cette question-là, notamment sur pourquoi n'est-ce pas si facile que ça, au-delà de toutes les bonnes pratiques et les bons principes qu'on peut avoir, d'appliquer ces bons principes lorsqu'on développe un SIA. 100%. Merci, Gaëlle. Donc, je dirais que la degré de difficulté, le frein, dépend aussi le contexte. Il y a certains cas d'utilisation de projets sont plus susceptibles aux enjeux EDI que l'autre. C'est sûr qu'on parle d'approbation des demandes de prêts, on parle d'approbation de carte de crédit, le recrutement, etc., qui sont les cas d'utilisation beaucoup plus sensibles. Il y en a que c'est plutôt mon expérience dans le business, dans supply chain opération. Oui, il y a des enjeux, mais ils ne sont pas directement liés au DI. Donc, je dirais qu'il y a un range de sensibilité. Mais peu importe le cas, même si je mets ODI à côté, je vais parler pourquoi les projets LIA sont difficiles dans le monde réel avant d'y arriver. Right? Parce que ça c'est juste une couche de plus de difficultés, puis les considérations par-dessus de projets d'innovation LIA. Pourquoi c'est difficile? J'ai mentionné sur les projets certains qui sont toujours exploratoires. Ça veut dire que c'est très difficile de commettre sur un retour à investissement, le temps d'avant capturer les bénéfices, etc., etc. Donc, c'est les projets qui sont longs à monter le business case, déjà en partant. Parce que dans mon business, pour avoir le budget pour les projets de certaines tailles, ça prend vraiment un peu plus de clarté sur le retour en investissement, payback period, etc., etc. Déjà en partant, les projets LIA sont un peu plus difficiles là-dessus. Il faut faire d'une certaine manière une petite preuve de concept, etc., avant d'être capable de dire c'est quoi, est-ce que ça passe? Il y a des preuves de concept qui ne sont pas conclusifs et il faut arrêter le projet. Donc, juste pour dire que le projet LIA déjà, c'est un peu plus, il y a plus de défis là-dessus. Maintenant, si on ajoute le couche EDI, ça rend ça encore plus difficile, si vous voulez. Donc, ça, c'est le frein. Déjà, on a tout ça. Maintenant, on dit, OK, là, il faut aller plus en profondeur, non seulement sur le payback period, retour à l'investissement, etc., mais aussi l'impact de solutions sur pas juste les utilisateurs, je dirais, immédiats, mais aussi, il faut regarder un peu plus loin. Des effets secondaires, etc., dans la société à large, etc., dépendamment de cas d'utilisation. Juste pour dire que c'est là, c'est difficile de monter ce projet-là. Des fois, c'est difficile de prévenir l'impact dans la société. La volonté est là, la bonne volonté la plupart du temps est là de la part des organisations. Et des fois, c'est le cas de « you don't know what you don't know ». Puis aussi, tout ça, avec le fait que la gouvernance, on parlait de bonnes pratiques, est-ce que la gouvernance et les métriques sont bien établies et identifiées? Ce n'est pas le cas non plus. Donc, juste pour dire que le frein, ce n'est pas un frein,
c'est vraiment un écosystème de complexité. C'est l'ensemble de tout qui génère un peu l'ambiguïté. Puis l'intention est là, la bonne intention des fois est là, mais les outils, puis les bonnes pratiques, puis le playbook, c'est toujours pas là. Alors, merci beaucoup, Bénaz, pour ce témoignage. C'est très intéressant parce qu'on le voit dans le développement de l'encadrement éthique de l'IA qui est en train de se développer, qui est quand même relativement récent. Ce qu'on dénote aussi, c'est la difficulté du passage des principes à la pratique. Effectivement, le handbook, pour s'emparer de ces sujets-là, le handbook opérationnel n'est pas encore forcément disponible et encore moins partagé de manière consensuelle à travers les différentes organisations et puis à travers les différentes applications qui peuvent exister. Alison, peut-être aussi ton témoignage, ton retour d'expérience de c'est quoi les freins, c'est quoi les difficultés lorsqu'on met en place des projets de SIA qui se veulent responsables, qui se veulent intégrer les enjeux de DI. Oui, absolument. Benaz, I thought that was a really great way of sort of summarizing the current business environment when it comes to AI. And something that I've realized is at Mila, which is a nonprofit organization, we are in some way uniquely able to take a fairly EDI approach. And I think a lot of that has to actually do with the fact that we're working outside of strict profit calculation. And really, at the end of the day, I think what I'm getting at, I guess, is that in a capitalistic society, which is looking at AI technology as a way to boost efficiency, as a way of, you know, even feeding that capitalist machine further, how can we possibly actually take successfully an EDI approach in that ecosystem, in an ecosystem where we're building this AI with a mantra of moving fast and breaking things, right? I think that in the context of EDI, what we're really trying to achieve is addressing the sort of long-term systemic problems that exist in our society that have prevented certain communities from becoming involved in the development and design of technology like AI. And that inherently takes a lot of time. And it takes a lot of effort, and it may not be reflected in a short-term profit calculation, but rather a longer-term metric of, you know, quality of the technology. And that's something, unfortunately, that people don't seem to care enough about. And so I really think that we need to figure out how to put on the radar of companies that are driven purely by the bottom line, the value that integrating different communities and perspectives into the development of AI, the value that that creates. Because again, it's a long process and it requires a significant investment, and you're not going to see the returns on that investment in, you know, what's deemed an appropriate amount of time in the context of business. And I think that a big part of the reason it takes so much time, in addition to being a systemic problem that we're trying to correct, is the fact that a lot of the communities that we're trying to integrate have already, you know, have experiences with surveillance and data collection, and it's often used to their detriment. So how do you build trust among those communities enough to become engaged with this process? And of course, that as well, it takes a long time. And I think that what that means is we need to figure out how to translate the value of that time into value for investors or capitalists or profit-driven people. Because right now there's a really significant disconnect that is preventing the meaningful engagement with EDI principles in the context of AI. Merci beaucoup Alison et Benaz. Effectivement, des enjeux importants, des enjeux de taille, des projets complexes, des retours sur investissement attendus qui ne sont pas forcément des facilitateurs à la prise en compte des principes EDI dans les organisations. Pour autant, il y a une volonté a priori, ce que Benaz évoquait, peut-être Shalifa, tu pourrais nous témoigner, puisque Digno Recrutement, au-delà de la plateforme, a une vocation de sensibilisation à la question et l'enjeu de l'EDI au niveau du recrutement. Quelle est, d'après ce que toi tu peux constater, la prise de conscience de cet enjeu de l'EDI dans le monde de l'intelligence artificielle? Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a certes un mouvement qui tend à la généralisation, mais est-ce que c'est gagné?
un peu de doute là-dessus, parce qu'actuellement, en fait, il y a une absence de protocole qu'on observe beaucoup, en fait, donc de protocoles clairs en place sur la manière d'identifier, d'évaluer et d'atténuer, en fait, les risques, ce qui fait que les équipes finissent soit par ignorer les risques, soit par se dominer, en fait, pour résoudre des problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Et lorsque les entreprises tentent en fait de régler le problème à grande échelle, elles finissent par des structures, par des politiques strictes ou imprécises ou peut-être trop globalisées qui conduisent à de faux en fait positifs. Là, on voit beaucoup d'entreprises qui mènent des actions et on en entend parler, hein, mais dans les faits ou en termes de résultats, lorsqu'on arrive à des mesures, il n'y a pas vraiment de mouvement réel. Les intentions sont bonnes et on le sent de plus en plus, mais les problèmes augmentent en fait par ordre de grandeur lorsqu'en fait il y a d'autres fournisseurs tierces qui suivent pas en fait le mouvement en fait de l'organisation, ce qui amène justement à réfléchir en fait à toutes ces questions en fait d'intégration d'EDI et de voir en fait qu'il y ait tout un cercle en fait sur lequel les interventions devraient en fait se faire pour arriver à une prise de conscience généralisée. C'est beaucoup l'éducation, cela va de soi. L'éducation et puis les métriques, hein, on en a beaucoup parlé là. Métriques et puis essais, erreurs et qu'il y ait en fait des suivis au fur et à mesure de l'avancement en fait des actions et des activités. Merci beaucoup, Khalifa. Effectivement, j'apporterai un complément sur la question de l'éducation tout à l'heure. Peut-être, Tania, de manière plus large, on parle d'IA qui vient exacerber finalement le reflet d'une société déjà existante, de stéréotypes déjà existants. La prise de conscience des enjeux EDI au-delà de l'IA dans les organisations, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que ça rejoint un peu aussi ma perspective. Puis moi, je regarde plus du côté de l'EDI, puis comment on l'applique dans les systèmes. Moi, je dirais d'abord que nous avons une société qui est de plus en plus diversifiée, puis de toute façon, on accepte de moins en moins ce qu'on acceptait avant sur des questions de sous-représentation. Les choses sont décriées beaucoup plus, sont mises sur la place publique. Et si aujourd'hui, il y a un discours beaucoup plus prévalent en faveur de l'EDI, ben, il y a évidemment toutes sortes de raisons culturelles, sociales, sociodémographiques qui se posent. Or, quand on regarde un peu plus en détail qu'est-ce qui est en train de se passer du côté de l'EDI, puis encore une fois appliqué à l'intelligence artificielle, c'est que le premier problème, je dirais, c'est l'expertise. L'expertise en EDI est déjà limitée, puis souvent, enfin limitée dans les organisations. Puis à quoi on pense, puis on les a vus, les expériences, on a un problème en EDI, on décèle des effets discriminatoires, ben on donne une formation sur les biais inconscients, puis on pense que c'est réglé. Alors que l'expertise en EDI est une expertise qui est intégrée, qui suit des systèmes, qui part du diagnostic, qui a toute une panoplie qui regarde des questions de gouvernance, de leadership, de barrières culturelles, d'évaluation, de tableau de bord. Donc, ça ne peut pas se résumer en une formation sur les biais. Et donc, l'expertise, et justement, c'est ce qui va permettre de pouvoir corriger. Le deuxième point, je pense qui est très important, c'est aussi de combattre ce que moi j'appelle le déni. « Ah, mais oui, mais nous, il n'y a pas de discrimination chez nous. Ces données, il n'y a pas de discrimination là-dedans. » Pourquoi? Parce qu'on essaye d'établir le type de discrimination. Est-ce qu'il y a discrimination ou il n'y a pas de discrimination? Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que votre décision a un effet discriminatoire, oui ou non? Peu importe s'il y a une discrimination ou s'il n'y a pas de discrimination. Donc, ça ne vaut pas la peine de se lancer dans tout ce débat, de définir alors que l'effet discriminatoire existe. Et ça aussi, donc, ça enlève cette idée de dire, oui, mais nous, chez nous, c'est pas comme ça que ça marche, puis ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben, il n'y a pas de discrimination. Et je vous dirais que le troisième effet qui est très important, c'est évidemment un peu de combattre la résistance. Ceux qui encore tiennent un peu d'effort puis disent non, encore une fois, on a des données qui sont importantes. Mais évidemment, c'est là où il faut aller vers peut-être des façons de persuasion un peu plus fortes et ça prend plusieurs modèles. Alors, il y a un modèle qui est plus volontaire parce qu'on le sent, des gens qui sont vraiment engagés pour pouvoir corriger les
les choses. Ça, il ne faut jamais le nier. Il y a aussi la partie qui est des lois, peut-être, et des règlements qui puissent venir jouer quand même un rôle plus important. Il ne faut pas oublier, c'est l'argent. Comme le disait Behnaz, on veut de l'argent pour pouvoir faire les choses. Or, on est aujourd'hui dans un développement vers ce qu'on appelle la finance durable, le développement durable. Et bien, le DI est au cœur de tout ça. Donc, si ceux qui financent et investissent dans les systèmes demande ce qu'on appelle, j'aime beaucoup le mot en anglais, on l'a moins en français, le diversity lens, le EDI lens. C'est comme on est en train d'avoir des critères sur les données, des critères sur la programmation, des critères sur les concepteurs, mais les critères sur le DI également. Donc, ça fait partie pour recevoir des financements. Donc, c'est là, je pense, où on peut commencer à avoir des positionnements qui sont plus clairs, tout en sachant qu'il ne faut jamais arrêter le progrès, puis il faut quand même donner la chance aux coureurs, mais encore une fois, rectifier au fur et à mesure que les systèmes se développent. Très bon point, très intéressant. Merci, merci beaucoup, Tania. Je voudrais juste rebondir sur ce que plusieurs d'entre vous ont déjà évoqué. Shalifa parlait c'est une question d'éducation aussi, cette prise de conscience, cette intégration des enjeux, que ce soit dans la volonté, que ce soit dans les métriques, comme ça a été évoqué, que ce soit dans les manières de faire, au niveau du développement, au niveau du contrôle, au niveau des bases de données. Lorsqu'on regarde un petit peu la formation initiale des gens qui se destinent à des métiers dans l'IA au Québec, on a investigué un peu plus d'une centaine d'organismes de formation présents au niveau universitaire ou post-secondaire, un peu plus d'une quinzaine de programmes vraiment dédiés à la question de l'IA qui sont ressortis. On constate qu'un peu moins d'un quart de ces programmes de formation, donc des futurs développeurs, des futurs concepteurs d'IA, intègrent de manière objective et clairement dédiée dans leur programme un volet éthique. Donc, un peu moins d'un quart des programmes de formation d'IA intègrent un volet éthique et aucun n'aborde a priori un cours complètement dédié à la question de l'EDI dans l'IA, que l'on soit dans le développement ou dans la maintenance, le suivi, le cycle de vie, quelles que soient les étapes du cycle de vie du projet. Donc, on voit qu'il y a aussi une marge de manœuvre et du développement à faire pour intégrer de plus en plus ces enjeux de DI dans la formation des gens qui sont les futurs concepteurs d'IA au niveau des formations initiales. Et donc, ça revient aussi aux organisations qui sont les organisations conceptrices de SIA, de prendre leur part à cette prise de conscience des enjeux EDI et des risques qui sont associés. Pour finir, peut-être, on laisse quelques minutes pour les questions de l'audience, mais j'aimerais vous entendre un petit peu tous, chacun en fonction de votre souhait, sur c'est quoi les actions, qu'est-ce qu'on devrait envisager pour améliorer l'intégration de ces enjeux EDI dans les SIA à l'avenir. Est-ce que Ronnie, tu souhaites commencer? Oui, absolument, Gaëlle. Pour moi, là, l'intégration de l'EDI dans l'intelligence artificielle, je reviens à mon point de départ. L'intelligence artificielle ne devrait pas être une boîte noire détenue par certaines personnes qui ont les connaissances techniques et technologiques pour le faire. L'intelligence artificielle, à mon avis, elle est essentielle et elle est encore plus essentielle pour l'EDI que dans d'autres applications parce que si elle est bien utilisée, bien conçue, bien suivie, elle peut, à travers le temps, diminuer les biais. Et elle devrait le faire. Il faut travailler pour qu'elle diminue les biais parce que les biais sont là pour rester. Les biais vont augmenter avec l'abondance de l'information. Je reviens à tous les points. Donc, on n'a pas d'autre choix que de trouver des moyens, dont l'intelligence artificielle, pour pouvoir nous aider à isoler autant que possible les biais humains sur les prises de décision. Et elle ne devrait jamais être prise seule, sans l'apport de l'humain. Et je pense que tout a été dit durant cette conversation-là. Il y a des moyens, des pistes pour y arriver, etc. Mais moi, je résume ça vraiment en 3 points qui ont déjà été établis. Un, c'est la sensibilisation. Et je me souviens d'un sondage que j'avais vu d'un des grands cabinets de services professionnels qui montrait il y a quelques années que uniquement 14% des personnes, des répondants comprenaient vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle, parce que tout le monde en parle, mais très peu comprennent vraiment comment c'est utilisé.
Et ça ne devrait pas être un secret de polichinelle, ça ne doit pas être quelque chose de super. On n'a pas besoin d'être un codeur, un développeur pour comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est la simplification. Donc, on sensibilise, mais on simplifie les choses. On simplifie de façon à l'utiliser en langage que tout le monde comprend. Et on revient au point que je l'ai mentionné, qu'Alison a mentionné, c'est la transparence. On l'explique simplement, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça utilise, pour que les gens comprennent. Et le troisième point, qui a aussi été soulevé par mes collègues ici, c'est l'évaluation de l'impact. Hein? Donc, ce n'est pas un projet d'une ou de quelques personnes, c'est un projet où il faut analyser l'impact des différentes parties prenantes, des différents stakeholders, et qui doivent participer en amont sur tout ce cheminement-là. Et encore une fois, ce n'est pas un one-time project, c'est quelque chose de continu. Et je termine en disant que ça va continuer. Hein, on ne peut pas dire, bon, je ne vais pas l'utiliser. Oui, ça coûte cher. Je suis d'accord avec Benas, ça prend du temps parce qu'on manipule des données, on teste, on entraîne des algorithmes. Ce n'est pas quelque chose qui est rapide là, mais on n'a pas le choix que de l'utiliser et de l'améliorer pour qu'il puisse s'intégrer et s'appliquer comme il faut à l'EDI. Merci beaucoup, Ronnie, pour cette synthèse et perspective en même temps. Est-ce que, Alison, tu souhaiterais nous partager tes pistes de perspective pour l'avenir? Yeah, Ronnie, I echo everything you've just said. I agree. It's just so important that, I guess it's important that the question of EDI not be left up to chance by developers. And the way that it won't be left up to chance is if developers across the board know that it is critically important that they integrate this consideration into the design. And the only way they'll think it's important is if society is well-versed in how AI works and can hold people accountable when that AI is problematic. So I think education is a fundamental aspect of this, making sure that society at large is prepared to call out companies that are less than transparent or do reflect biases in the applications that they use. But then another sort of source of hope for me is the development of standardized best practices in this space, and then having organizations like IEEE or ISO really adopt and promote standards that include the integration of EDI practices into the development of AI technology. And I think that that is what we're going to start to see more of, which is awesome. I know there are already organizations working on this, like the Responsible AI Institute, which is seeking to develop a standardized certification for responsible AI and integrate some of these questions into their assessment. So I hope we will see more of that going forward. Merci beaucoup, Alison. Effectivement, il y a tout un courant de travail sur l'outillage pour accompagner l'intégration des principes EDI et la question de la labellisation, de la certification par des organismes indépendants, de pouvoir mettre un tampon sur un SIA EDI responsable est en train de se développer. Ça fait certainement partie des pistes d'avenir. Behnaz, des perspectives? Oui, dernièrement, et que l'IA est là pour rester, c'est déjà dans nos vies. L'IA, technologie, innovation, peu importe. Aujourd'hui, c'est l'IA, dans 5 ans, ça va être d'autres choses. C'est là pour rester. Déjà, ça rend bénéfice, ça va rendre encore plus bénéfice dans nos vies. C'est une bonne chose. Donc, au lieu de l'ignorer, c'est mieux de faire face, commencer tôt, de bâtir les rôles et responsabilités, les métriques, la gouvernance alentour de ça. Parce que comme je dis, là, c'est là pour rester, c'est aujourd'hui, l'IA, ça va être d'autres choses dans le futur, mais au moins, le lens EDI est là dans toutes les décisions organisationnelles, pas seulement dans les décisions technologiques, l'IA, etc., mais dans toutes. Donc, commencer à la base, commencer tôt, parce que c'est là pour rester. Merci beaucoup, Behnaz. Ça reboucle effectivement avec l'objet même de la discussion qu'on a voulu avoir aujourd'hui. Shalifa? Oui. Ce que je vois ici, c'est déjà de s'attaquer, Tania en a parlé tantôt, à l'effet de déni, en fait, de
l'EDI en fait en AI, parce que comme on dit, hein, on peut aider un malade que lorsqu'il est conscient, lorsqu'il a conscience de sa maladie, n'est-ce pas? Et ici on a 3 cas de figure. Hein. On a l'entreprise qui ne sait pas qui ne sait pas qu'elle en fait des biais. On a l'organisation qui sait qu'elle ne sait pas. Et on a l'organisation qui sait qu'elle a des biais, mais qui ne sait pas où aller chercher en fait les ressources. Donc, en offrant en fait un cadre de référence qui intègre des expertises en fait en EDI, permettrait justement de conscientiser et de former justement ces cadres importants pour l'avancement et l'intégration en fait de l'EDI dans tout processus. À cet effet-là, en fait, il serait opportun d'identifier les infrastructures qui existent pour un programme en fait d'éthique de données et de voir dans quel cadre est-ce que l'IA peut être exploitée. Aussi créer un cadre de risque éthique pour des données adaptées à chaque secteur en fait d'activité, parce qu'on s'entend que des biais, des fois des biais en fait sont utilisés de manière consciente en fait pour un secteur donné parce que c'est une nécessité dans ce secteur-là. On peut aussi changer la façon de penser à l'éthique en s'inspirant, par exemple, de la réussite dans le domaine des soins de santé, par exemple. Et où l'éthique en fait est très très poussée et c'est même, je dirais, primordial dans leurs diverses actions. Bon, il y a eu des dérapés ces temps-ci, mais on s'entend que dans la majorité des cas, c'est un élément en fait qui est important dans leur processus. En optimisant également les conseils, les outils pour les chefs de produits, hein, et aussi il y a la possibilité de développer la conscience organisationnelle, parce que la problématique de l'EDI, comme je le dis, ce n'est pas un problème d'individus, d'un groupe de personnes, c'est en fait un problème de collectif en fait. Et aussi, ce qu'on pourrait voir ici, c'est l'incitation formelle et informelle pour que les employés, en fait, jouent un rôle dans l'identification des risques éthiques à l'intelligence artificielle et également surveiller les impacts. On a parlé encore une fois hein, des outils de mesure à impliquer et pouvoir impliquer, en fait, les parties prenantes dans le processus, toutes les parties prenantes. Merci beaucoup, Shalifa. Encore un point et des perspectives très intéressantes. Peut-être, Tania, pour finir, je vais y aller avec quelques questions pour introduire, parce que ça fait écho à quelque chose dont tu as déjà parlé. C'est est-ce que la prise de conscience collective de la problématique sociale autour de l'EDI sont une prise de conscience qui est durable, ou est-ce que c'est passager de mettre en place des politiques EDI pour recevoir des financements? Ah oui, c'est la grande question. Est-ce qu'on est en train d'assister à une mode? Non, ce n'est pas une mode, parce que d'abord et premièrement, les représentations sociodémographiques sont là pour le montrer. L'évolution aussi, on ose espérer et avoir confiance dans l'intelligence humaine et aussi le développement, puis de savoir que à un moment donné, il faut corriger. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que à force d'en parler, de mettre en place des mesures, ce qu'on va espérer, c'est qu'un jour, on n'aura plus besoin de mesures et qu'effectivement, les représentations se feront de manière plus naturelle. Mais tant et aussi longtemps que ça ne se fait pas, il faut le faire, puis on va surtout se souhaiter que ce ne soit pas juste un discours. Merci beaucoup, Tania. Une autre question qui me semble pertinente et sur laquelle vous avez déjà commencé à parler, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir, c'est sur cette question du cycle de vie. C'est Hélène qui nous pose la question de savoir, dans la mesure où certaines organisations, bon nombre en tout cas d'organisations technologiques, ne sont pas telles en train de colmater les brèches et les risques qui se sont avérés dans les résultats de leur SIA, dans la mesure où ils ont développé de leurs solutions sans prendre en compte initialement ou avant que la question de l'EDI soit devenue incontournable. Alison peut-être ou Ronnie? Je vais laisser Alison peut-être répondre à ça. Est-ce que tu peux répéter la question? Je ne pense pas. Est-ce que les organisations en fait, qui ont développé des SIA sont en train de réparer ce qui a été erroné dans les résultats produits parce qu'au moment où elles avaient conçu
leur solution d'intelligence artificielle, la question de l'EDI n'était pas prégnante et n'a pas nécessairement été prise en compte. Est-ce qu'on est dans un processus de réparation? C'est une question très intéressante. Je crois que I think a lot of organizations believe, to some extent problematically, that it's just a question of retraining the models and submitting new data and having their models sort of learn on the new data to be less biased. And there are certain ways that programmers are making the data sets that they have more robust or more representative with synthetic data. So I think we are seeing that, but it's not, the approach that they're taking is sort of a quick fix, as opposed to revisiting the entire development of the AI that they've put in place. But to the extent, I mean, there are some quick fixes, which are great, but hopefully moving forward, the approach will be quite different so that we don't have to turn to quick fixes to correct for the mistakes. Yeah. Merci beaucoup, Alison, pour cette réponse. Absolument. Une question pour Ronnie et Shalifa qui vous est posée. Est-ce que clairement, de manière concrète, opérationnelle, vous avez été ou vous êtes assujetti dans la mise en place de vos systèmes d'IA à des réglementations, à des règles juridiques? Nous, je ne sais pas, Shalifa, si toi tu veux commencer, mais de notre côté, là, il n'y a pas de règles. Là, c'est comment nos clients, nos utilisateurs perçoivent ou sont conscients des enjeux des DI. Mais étant donné la nature de notre solution et la façon dont on rapporte les principes de evidence-based, etc., donc on n'est pas en conflit avec les DI. On est, de toute façon, la notion d'équité, de diversité n'est pas intrinsèque dans la nature de notre solution, juste un élément, mais de toute façon, nous, on regarde, comme j'avais dit, là, les évidences, c'est ce qu'on appelle, nous, le identity matching. Mais nous, dans notre solution, on ne fait pas de identity checking. Nous, on ne vérifie pas l'identité de la personne. Nous, on fait des corrélations de données qui sont saisies par l'utilisateur avec ce qui est disponible publiquement. Et on crée et on dit avec transparence, voilà ces corrélations-là qui existent, et c'est après l'humain qui va décider est-ce qu'il est confortable. Donc, c'est pour ça que, oui, on touche un peu à l'EDI, mais rien ne nous est imposé pour pouvoir rapporter ou l'intégrer plus que ce qu'on le fait. Dans une démarche volontaire, Ouais. Plus que de répondre à une réglementation. Shalifa, dans ton cas? Oui, nous, dans notre cas, non plus, en fait, il n'y a pas de réglementation quelconque juridique, en fait. Par ailleurs, ce qu'on est plutôt en train de voir, c'est d'amener un comité, en fait, plutôt de pratique, qu'on organise nous-mêmes, notre comité de pratique, pour assurer justement cette présence sur le terrain et offrir justement ce cadre de référence dont j'arrête pas de parler depuis le début à l'écosystème en tant que tel du recrutement. Merci beaucoup, Shalifa. Est-ce que sur cette question, Tania, tu as un point qui te semblerait intéressant à partager? Non, en fait, tout a été dit. Je ne sais pas si tu me permettrais, Gaëlle, mais parmi les questions, il y en a une à laquelle je brûle d'envie de répondre. C'est celle de l'exemple des entrepreneurs dans Google, où quand on fait une recherche, puis c'est juste des hommes qui ressortent, ils disent, ouais, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut corriger une chose pareille? Mais je vous dis, vous avez parfaitement raison, considérant que les médias vont rapporter beaucoup plus des histoires de succès d'hommes, considérant que de toute façon, il y en a plus, c'est sûr que ça reste toujours problématique. Mais par contre, c'est l'effet que ça peut avoir aussi dans la société. Par exemple, au sein d'un projet auquel j'ai eu la chance de participer, on a fait une campagne qui s'appelle See It, Be It. C'est un peu en provenance de Gina Davis. C'est que il faut le voir, il faut s'inspirer pour se réaliser. Même pas en quelques semaines, des milliers de femmes entrepreneurs ont été reproduites sur les sites avec leurs histoires de succès. Alors, vous comprenez, ça doit avoir aussi un effet d'entraînement social et on ne peut pas tout mettre. Donc, ça revient un peu, ça boucle la boucle avec ce qui était dit au début. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, si on change les mesures, ce n'est plus, par exemple, le chiffre d'affaires qui compte, mais l'incidence dans la communauté. C'est sûr qu'on va aller chercher
chercher beaucoup plus peut-être d'histoires de femmes entrepreneurs ou de renforcement de capacité, etc., que peut-être d'hommes entrepreneurs ou peut-être des deux également. Donc, il y a toute la perspective, mais c'est aussi un levier social intéressant. C'est pour ça qu'il faut tous mettre la main à la pâte. Et encore une fois, c'est très beau ce qui se dit à ce panel, surtout en conclusion. Le décloisonnement est intéressant de l'intelligence artificielle qui n'est pas juste entre les mains de programmeurs, d'ailleurs, qui font beaucoup, un super travail. Je suis sûre que ça prend des capacités extraordinaires, mais ça ne peut pas être un travail de juste quelques personnes. Mais, écoutez, je vous remercie à tous. Alors, il reste un certain nombre de questions dans le Q&A auxquelles on n'aura pas forcément directement répondu, mais on pourra tout à fait y répondre dans un second temps. Je vous rappelle que cet événement est enregistré, donc sera diffusé sur la chaîne YouTube de Logvia. Donc, vous recevrez, si vous allez participer, un courriel, je pense, de la part de Christine Dompierre, qui est encore avec nous, pour vous faire part de cet élément-là. Peut-être qu'on pourra, au moment de cette communication, apporter quelques éléments de réponse complémentaires. Merci beaucoup à tous pour avoir été présents à ce panel, pour avoir partagé votre retour d'expérience, votre témoignage. Je suis bien sûre qu'on va se retrouver d'autres fois pour évoquer ces questions-là. On l'a dit, c'est un sujet qui est en pleine évolution, une prise de conscience qui est encore en train de se développer, des pratiques concrètes, opérationnelles qui sont encore en attente, des principes qui restent encore à construire, un cadre éthique qui est en train de se façonner et qui est loin d'être gravé dans le marbre pour l'instant. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour vos questions, votre participation. Et on espère vous retrouver très vite pour un nouvel échange. Merci à toi, Gaëlle. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.